mère âgée rend visite à son fils riche. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle découvre « Bienvenue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner ». Et maintenant, passons à l'histoire. La lumière dorée du matin parisien s'infiltrait à travers les rideaux de soie, formant des motifs dansants sur le plancher en bois poli de la chambre des Élise. Elle était assise immobile devant sa coiffeuse, contemplant son reflet avec des yeux qui ne reconnaissaient plus la femme qu'il fixait. Ses doigts effleurèrent une lettre froissée, la 3e cette semaine, posée parmi les flacons de parfum et les bijoux hérités de sa grand-mère. À 45 ans, Élise Beaumont avait construit une vie que beaucoup enviaient. Professeure respectée à la Sorbonne, propriétaire d'un appartement dans le quartier bohème de Montmartre et récemment nommée conservatrice adjointe au musée d'Orsay. Pourtant, chaque matin, elle s'éveillait avec cette sensation de vide, comme si elle jouait dans une pièce écrite pour quelqu'un d'autre. « Madame, votre café » annonça Mathilde, sa femme de ménage depuis plus d'une décennie, en déposant un plateau près de la fenêtre. L'arôme intense du café noir se mêlait au parfum sucré des croissants, tout juste sortis de la boulangerie du Pont. « Merci, Mathilde » répondit Élise distraitement, son regard toujours fixé sur la lettre. « Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière était fondée sur un mensonge ?» Mathilde s'arrêta, surprise par cette confidence inhabituelle. « Madame ?» Élise secoua la tête. « Ce n'est rien, juste des pensées matinales. » Le téléphone sonna, brisant la quiétude de ce moment suspendu. Élise décrocha, reconnaissant immédiatement la voix de son supérieur, Henri Valmont, directeur du musée. « Élise, j'ai besoin que vous veniez immédiatement », déclara-t-il sans préambule, sa voix trahissant une tension inhabituelle. « Nous avons un problème avec la collection Lambert. » La collection Lambert. Ces 3 mots suffirent à accélérer le pouls de Élise. Une série de tableaux impressionnistes récemment découverts dans le grenier d'une vieille demeure provençale, dont l'authenticité était encore débattue. Était le projet sur lequel elle travaillait depuis 6 mois, celui qui pourrait consacrer sa carrière ou la détruire. « Que se passe-t-il, Henri » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Je préfère ne pas en discuter au téléphone. Venez au plus vite. » 1 heure plus tard, Élise franchissait les portes du majestueux musée d'Orsay, ancienne gare transformée en temple de l'art. L'immense horloge qui dominait la nef centrale semblait la suivre du regard, tandis qu'elle se dirigeait vers les bureaux administratifs. Les talons de ses escarpins résonnaient sur le marbre, marquant chaque pas comme un compte à rebours. Dans le bureau d'Henri, 3 hommes l'attendaient, le directeur lui-même, visiblement mal à l'aise. Un homme élégant qu'elle reconnut comme étant Gabriel Moreau, l'expert en authentification venu de Genève, et un 3e, plus âgé, au regard perçant qu'elle n'avait jamais vu. « Élise, je vous présente Monsieur Laurent Dufresne, de la brigade de répression du trafic des biens culturels », annonça Henri d'une voix blanche. Le policier l'observa attentivement avant de parler. « Madame Beaumont, nous avons des questions concernant votre implication dans l'acquisition de la collection Lambert. »« Mon implication ?» répéta-t-elle, sentant une vague de chaleur lui monter au visage. « J'ai simplement expertisé les œuvres après leur découverte. » Gabriel Moreau posa délicatement un dossier sur la table. « Nous avons terminé notre contre-expertise, madame. 3 des 7 tableaux sont des faux. Des faux très sophistiqués, mais des faux néanmoins. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Élise. Comment était-ce possible? Elle avait personnellement authentifié chaque toile, étudié chaque coup de pinceau, chaque signature. Il y a plus, intervint Dufresne. Nous avons retracé la provenance des tableaux. Ils n'ont jamais appartenu à la famille Lambert. Les documents attestant de leur origine sont des falsifications. Henri évitait son regard. Élise, vous étiez la seule à avoir accès aux archives et à superviser tout le processus d'acquisition. Le choc se transforma en indignation. Vous pensez que j'ai orchestré cette fraude? C'est absurde. Ce que nous pensons importe peu, répondit froidement Dufresne. Les faits sont là, soit vous êtes impliqué, soit vous avez fait preuve d'une incompétence extraordinaire. Élise sentit le poids des regards accusateurs. Sa réputation, sa carrière, tout ce qu'elle avait construit était en jeu.
Mais au-delà du choc professionnel, quelque chose d'autre la troublait. Un souvenir fugace, une conversation entendue par hasard, un détail qui ne cadrait pas. Les lettres, murmura-t-elle, comprenant soudain leur signification. Ces mystérieuses lettres anonymes reçues depuis 3 semaines, qui évoquaient vaguement des vérités cachées et des masques qui tombent. « Pardon ?» demanda Henri. Élise redressa les épaules, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. « Je n'ai pas falsifié ces documents, ni participé à aucune fraude, et je vais le prouver. » En quittant le bureau, elle savait que sa vie venait de basculer. Quelqu'un l'avait piégée, méthodiquement, patiemment. Qui? Pourquoi? Les réponses se cachaient de quelque part, peut-être dans ses lettres, peut-être dans les zones d'ombre de ce dossier apparemment parfait. Une chose était certaine, elle ne pourrait plus faire confiance à personne, pas même à ses plus proches collaborateurs. Dans le taxi qui la ramenait vers Montmartre, Élise serra dans sa main la clé d'un casier de consignes, discrètement glissé dans sa poche, avant de quitter le musée. Le message qui l'accompagnait, griffonné à la hâte, disait simplement « Gare de Lyon, casier 23, si vous voulez connaître la vérité ». Le jeu du chat et de la souris venait de commencer. La gare de Lyon grouillait de voyageurs lorsque Élise se fraya un chemin vers les consignes automatiques. Son cœur battait la chamade, chaque visage dans la foule lui paraissant soudain suspect. Elle glissa la clé dans la serrure du casier 23, retenant son souffle. À l'intérieur, une simple enveloppe marron et une clé USB. Dans un café bruyant à proximité, Élise ouvrit l'enveloppe. Des photographies en tombèrent, des clichés d'elle-même, discutant avec un homme qu'elle reconnut immédiatement. Victor Lambert, le supposé héritier de la collection. Mais ce qui glaça son sang fut la date imprimée au dos, 3 mois avant la prétendue découverte des tableaux. « Mademoiselle désire autre chose ?» demanda le serveur, interrompant sa stupéfaction. « Non, merci » murmura-t-elle, dissimulant précipitamment les photos. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. 17 heures, Café des Artistes, rue des Abbesses, venez seule. Pendant les heures qui suivirent, Élise erra dans Paris comme une somnambule, incapable de retourner chez elle, craignant d'être suivie. Les boulevards haussmanniens, d'ordinaire si familiers, semblaient désormais hostiles. La façade de la Madeleine, majestueuse sous le soleil pâle de l'après-midi, lui apparut comme une forteresse impénétrable, à l'image de la vérité qu'elle cherchait. Le Café des Artistes était un lieu discret, niché au cœur de Montmartre. Élise s'installa à une table dans le fond, commandant un café qu'elle ne toucherait pas. À 17h05 précise, une femme d'une 50aine d'années prit place en face d'elle. Marguerite Rénal se présenta-t-elle simplement. J était l'assistante personnelle de René Lambert pendant 20 ans. René Lambert est mort il y a 2 ans, répondit Élise, méfiante. C'est ce que tout le monde croit, dit Marguerite avec un sourire énigmatique. Comme on croit que Victor est son neveu et que ces tableaux appartenaient à leur famille, qui est vraiment Victor Lambert, un acteur recruté pour ce rôle spécifique? Élise sentit le poids de l'incompréhension s'alourdir. Pourquoi cette mascarade? Et comment ai-je pu être impliquée sans le savoir? Vous n'étiez pas censé être impliqué, expliqua Marguerite, baissant la voix. Vous deviez simplement authentifier les œuvres. Le plan était parfait jusqu'à ce que vous commenciez à poser trop de questions sur leur provenance. Qui est derrière tout ça? Marguerite hésita avant de répondre. Henri Valmont. Le nom de son mentor, son ami, frappa Élise comme un coup physique. Impossible. La clé USB contient tous les échanges entre Henri et les faussaires, des virements vers des comptes offshore, des instructions précises pour falsifier les documents de provenance, et comment vous piéger si nécessaire. Pourquoi me dire tout cela? Demanda Élise, la gorge serrée. Parce que René Lambert n'est pas mort, il est mourant, et il veut réparer ses torts avant de partir. Sur ces mots, Marguerite déposa une carte de visite. Venez à cette adresse ce soir à 21h. René vous expliquera tout. Le manoir se dressait, imposant, au milieu d'un parc à l'abandon dans la banlieue parisienne.
Élise suivit le majordome à travers des couloirs ornés de tableaux qu'elle reconnut immédiatement, les originaux des œuvres falsifiées. Dans une vaste bibliothèque, un vieil homme l'attendait, assis dans un fauteuil roulant face à une cheminée crépitante. René Lambert ressemblait à un spectre, mais ses yeux brillaient d'une intelligence aiguë. « Madame Beaumont, enfin !» dit-il d'une voix éraillée. « Je vous dois des explications et des excuses. » Pendant l'heure qui suivit, René dévoila une histoire stupéfiante. Collectionneur passionné, il avait amassé des chefs-d'œuvre impressionnistes pendant des décennies, souvent par des moyens douteux. Henri Valmont, alors jeune conservateur ambitieux, l'avait aidé à dissimuler certaines acquisitions de provenance douteuse. « Quand j'ai appris ma maladie, j'ai voulu légitimer ma collection », expliqua René. Henri a vu l'opportunité parfaite, créer une histoire fictive de découverte, faire authentifier des copies par une experte respectée, puis vendre les faux au musée tout en gardant les originaux. Et J était cette experte, murmura Élise, écœurée. Vous étiez parfaite, brillante, méthodique, mais pas assez proche d'Henri pour soupçonner quoi que ce soit. Un bruit de verre brisé interrompit leur conversation. Le majordome entra précipitamment. « Monsieur, des hommes ont pénétré dans la propriété. » René pâlit. Henri a dû comprendre. « Madame Beaumont, vous devez partir immédiatement. Prenez ceci. » Il lui tendit un petit carnet relié de cuir. « Toutes les preuves dont vous aurez besoin. » Marguerite apparut, paniquée. Par l'entrée de service, vite. Élise s'empara du carnet et suivit Marguerite à travers un dédale de corridors. Derrière elle, des voix masculines résonnaient. Elles débouchèrent dans une cuisine, puis dans une cour arrière où une voiture attendait, moteur tournant. « Conduisez jusqu'à Fontainebleau », ordonna Marguerite en lui tendant les clés. « Chambre 12, à l'hôtel du Grand Cerf. Je vous y rejoindrai si je peux. » À peine Élise avait-elle démarré qu'elle aperçut dans le rétroviseur des silhouettes émergeant du manoir. Un coup de feu retentit, faisant exploser la vitre arrière. Elle accéléra brutalement, s'engageant sur la route sinueuse qui s'enfonçait dans la forêt environnante. Pendant le trajet, son esprit tournait à plein régime. Le carnet de René contenait des détails accablants. Date, montant, nom de faussaire, croquis préparatoires. Au fil des pages, l'ampleur de la trahison d'Henri se précisait. Ce N n'était pas seulement une fraude isolée, mais un système élaboré de falsification et de détournement remontant à des années. L'hôtel du Grand Cerf était un établissement discret en lisière de la forêt de Fontainebleau. Élise récupéra la clé de la chambre 12, préalablement réservée. À l'intérieur, sur le lit, une mallette contenant divers passeports, de l'argent liquide et une lettre manuscrite. « Donc, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas pu vous rejoindre. Ne faites confiance à personne. Rendez-vous au chalet indiqué sur la carte ci-jointe. C'est la seule chance de survie pour vous, et pour René, s'il est encore vivant. » Épuisée mais trop tendue pour dormir, Élise s'installa dans un fauteuil près de la fenêtre, le carnet de René sur ses genoux. Vers minuit, des phares illuminèrent brièvement la façade de l'hôtel. Elle se figea, retenant sa respiration. Des portières claquèrent, suivies de bruits de pas. Son téléphone vibra, un message de Marguerite. « Ils arrivent. Sortez par la fenêtre, maintenant. » Sans hésiter, Élise rassembla ses maigres possessions et ouvrit la fenêtre. Une gouttière longeait le mur, offrant un moyen de descente précaire. Au moment où elle passait sa jambe par-dessus le rebord, la porte de sa chambre s'ouvrit violemment. « Élise !» La voix d'Henri résonna, mêlant fureur et fausse inquiétude. « Dieu merci, vous êtes saine et sauve. Nous vous cherchions partout. » Elle se figea, à moitié dehors, à moitié dedans. Henri se tenait dans l'embrasure, flanqué de deux hommes à l'allure peu avenante. « Revenez à l'intérieur, » dit-il doucement, comme s'il parlait à une enfant. « Vous êtes en danger. La police vous recherche pour le meurtre de René Lambert. »« Le meurtre ?» balbutia Élise, glacée d'horreur. « Un tragique malentendu, bien sûr, » poursuivit Henri, avançant lentement vers elle. « Je peux tout arranger. Revenez avec moi à Paris. Expliquez que René vous a manipulé, que vous ignoriez tout de la fraude. » Son regard dériva vers le carnet que Élise serrait contre elle. Ses yeux se durcirent. « Donnez-moi ça, Élise.
cela ne vous concerne pas. » Dans un éclair de lucidité, Élise comprit. René était mort, probablement assassiné. Elle serait la prochaine, dès qu'Henri aurait récupéré le carnet. Et Marguerite? Où était Marguerite? « D'accord, Henri, dit-elle calmement, repassant sa jambe à l'intérieur. Vous avez raison, finissons-en. Elle fit mine de lui tendre le carnet. Puis, dans un geste désespéré, le lança par la fenêtre avant de se précipiter vers la salle de bain. Derrière elle, Henri hurla quelque chose à ses hommes. Des coups de feu éclatèrent, pulvérisant le miroir au-dessus du lavabo. Acculée, sans issue, Élise vit sa vie défiler devant ses yeux. Puis, un fracas assourdissant retentit dans la chambre, suivi de cris et d'autres détonations. Le silence tomba brusquement. Madame Beaumont, une voix inconnue, féminine. « Police nationale, vous pouvez sortir. » Tremblante, Élise émergea de la salle de bain. La chambre était sans dessus-dessous. Henri gisait face contre terre, menotté. Ses deux acolytes étaient maîtrisés par des agents en civil. Une femme en tailleur s'avança vers elle. « Capitaine Claire Rousseau, brigade financière. Nous suivons Monsieur Valmont depuis des mois. » Elle désigna une silhouette familière qui entrait dans la pièce. « Grâce à votre amie. » Marguerite s'approcha, un badge de police autour du cou. « Je ne suis pas l'assistante de René Lambert. Je suis lieutenant enquêtrice, infiltrée depuis 2 ans. » Élise s'effondra sur le lit, sous le choc. « René, est-il vraiment ?»« Non, » répondit Marguerite. « Il est sous protection policière. Sa mort a été mise en scène pour provoquer la panique d'Henri et le pousser à commettre une erreur. » Henri releva la tête, son regard empli d'une haine viscérale. « Vous ne comprenez pas ?» cracha-t-il à l'attention de Élise. « J'ai créé votre carrière. Sans moi, vous ne seriez rien. Sans vous, 3 personnes seraient encore en vie. » rétorqua froidement Marguerite, avant d'expliquer à Élise. Henri a éliminé tous ceux qui menaçaient de révéler son système. Conservateur, expert, collectionneur. Nous avons des preuves pour 3 meurtres. Élise fixa son ancien mentor, cet homme qu'elle avait admiré pendant des années. Pourquoi, Henri? Il eut un sourire méprisant. L'art est pouvoir, ma chère. Ceux qui contrôlent la vérité contrôlent l'histoire. Tandis qu'Henri était emmené, Claire Rousseau se tourna vers Élise. Votre témoignage sera crucial pour démanteler ce réseau, mais je dois vous prévenir, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des personnalités puissantes sont impliquées, politiciens, industriels, figures du marché de l'art international. « Lesquels ?» demanda Élise, sentant un nouveau frisson de peur la parcourir. Marguerite et Claire échangèrent un regard lourd de sens. « Votre propre mère, entre autres, » répondit finalement Marguerite. « Cécile Beaumont, la célèbre galeriste, coordonne ce réseau depuis 30 ans. Le monde d'Élise S. écroula pour la seconde fois cette nuit-là. Sa mère, cette femme distante qui l'avait initiée à l'art dès son plus jeune âge, qui avait orienté chaque étape de sa carrière avec une précision chirurgicale. « Elle ne m'a jamais aimé, » murmura Élise, une vérité qu'elle avait toujours sue sans jamais l'admettre. J'y étais juste un investissement qui vient de ruiner l'œuvre de sa vie, conclut Claire. Et croyez-moi, Madame Beaumont, votre mère ne pardonne pas les échecs. La villa de Cécile Beaumont surplombait la côte d'Azur, forteresse de verre et de marbre blanc défiant la Méditerranée. Élise observait la demeure depuis 1 heure, dissimulée parmi les pins parasols. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de Fontainebleau. 3 semaines de cavale, de chambres d'hôtel anonymes et de faux noms. Vous êtes certaine de vouloir procéder ainsi ? Demanda Marguerite à ses côtés, le regard fixé sur les jumelles de surveillance. « C'est ma mère, » répondit simplement Élise. « Je dois l'entendre de sa bouche. » Malgré les protestations de la brigade financière, elle avait insisté pour confronter Cécile avant son arrestation imminente. Un micro dissimulé sous ses vêtements, une équipe d'intervention à distance réglementaire. Cécile était le compromis obtenu après des jours de négociations. Elle vous reconnaîtra immédiatement, prévint Marguerite. Élise passa une main dans ses cheveux désormais courts et teints en noir. Un maquillage savant avait durci ses traits.
transformant l'universitaire discrète en femme aux allures de prédatrice. C'est exactement ce que j'espère. La gouvernante la conduisit jusqu'au salon principal sans poser de questions. Cécile Beaumont, 63 ans, lisait tranquillement face à la baie vitrée. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Madame, une certaine mademoiselle Lenoir souhaite vous voir concernant la collection Mattei », annonça la gouvernante. « Faites entrer », répondit Cécile, refermant lentement son livre. Lorsqu'elle se retourna, son visage demeura impassible à la vue d'Élise. Seul un infime tressaillement au coin de ses lèvres trahit sa surprise. « Laissez-nous », ordonna-t-elle à la gouvernante. Le silence s'épaissit entre elles, lourd comme la chaleur de cette fin d'après-midi provençale. « Audra Le Tu a toujours eu un sens du spectacle excessif », déclara finalement Cécile, désignant l'apparence transformée de sa fille. « Cette coloration ne te sied guère. »« La clandestinité non plus, et pourtant me voilà », répondit Élise, restant debout. « Henri est en détention provisoire. René Lambert a témoigné. C'est terminé, mère. » Cécile eut un sourire indulgent. « Rien n'est jamais terminé, ma chérie. Des hommes comme Henri sont remplaçables. Des témoins comme Lambert peuvent être dissuadés. 3 personnes sont mortes. L'art exige parfois des sacrifices, » répliqua Cécile avec une sérénité glaçante. « Depuis quand cela te préoccupe-t-il? Tu as construit ta carrière sur des expertises que je t'ai fournies, des provenances que j'ai arrangées. Tu crois que ton poste au musée était mérité? Ton talent seul ?» Chaque mot s'enfonçait comme une lame dans la chair d'Élise. « Pourquoi? Pourquoi m'avoir manipulé ainsi ?» Cécile se leva, s'approchant de sa fille avec l'élégance d'une lionne. « Parce que tu étais parfaite, brillante, naïve, absolument convaincue de ton intégrité, la façade idéale. » Elle caressa doucement la joue d'Élise. « J'aurais préféré t'épargner cette révélation, mais ton obstination a tout compliqué. Vous m'avez utilisé depuis le début, » murmura Élise, sa voix se brisant. Notre relation entière n'était qu'une façade. Ne sois pas mélodramatique. Je t'ai offert une éducation exceptionnelle, une carrière, un appartement à Montmartre. Beaucoup de mères font bien moins. » Élise recula, écœurée. « Je ne voulais rien de tout cela. Je voulais simplement une mère. » Cécile haussa les épaules avec une élégance calculée. « Nous voulons rarement ce dont nous avons besoin. » Elle retourna vers son bureau, en sortit un dossier qu'elle tendit à Élise. « Voici un passeport, des coordonnées bancaires, une nouvelle identité complète. Prends-les et disparais. La Grèce est agréable en cette saison. Vous croyez que je suis venu négocier ma fuite? Tu es venu comprendre. Maintenant que c'est fait, il est temps d'être pragmatique. » À cet instant, le téléphone de Cécile sonna. Elle consulta l'écran, son visage se figeant imperceptiblement. « Des problèmes, mère ?» demanda Élise, observant ce changement subtil. « Rien d'important, » répondit Cécile. Mais son regard dériva vers une porte dérobée derrière une bibliothèque. « La police a arrêté vos complices, n'est-ce pas? L'un après l'autre, ils tombent, et maintenant, ils convergent vers vous. » Élise avança lentement vers sa mère. « Ils sont probablement déjà là, encerclant la propriété. » Le masque de sérénité de Cécile se fissura. « Tu as porté un micro, ma propre fille. Vous m'avez appris l'importance de la mise en scène, n'est-ce pas ?» répliqua Élise, amère. Cécile fit volte-face, se précipitant vers la bibliothèque. D'un mouvement fluide, elle déverrouilla un compartiment secret et en sortit un pistolet qu'elle pointa sur sa fille. « Ne m'oblige pas à faire cela, Élise, » dit-elle, une nouvelle émotion perçant dans sa voix. « Était-ce de la peur? Du regret? »« Vous ne tirerez pas, » affirma Élise, avançant résolument. « Pas sur moi. Tu ne me connais pas. Je commence seulement à vous connaître, et vous ne m'avez jamais connu. » Leurs regards s'affrontèrent dans un duel silencieux. Les sirènes retentirent au loin, se rapprochant inexorablement. La main de Cécile tremblait légèrement. « Il y a 12 tableaux, » dit soudain Cécile, « dans la cave. 12 Modigliani authentiques que le monde croit perdus depuis la guerre. Ma véritable œuvre. Pourquoi me dire cela maintenant ?» Un sourire étrange, presque tendre, étira les lèvres de Cécile. « Parce que tu es ma fille, malgré tout, et que certaines vérités méritent de survivre. »
Le bruit d'hélicoptères rompit leur échange. Dehors, des voix amplifiées ordonnaient l'évacuation de la propriété. Cécile abaissa son arme, vaincue. « Adieu, Élise !» Avant qu'Élise puisse réagir, sa mère pressa un bouton dissimulé dans un ornement mural. Un panneau s'ouvrit dans le plancher. Le dernier regard que Cécile lui adressa contenait quelque chose que Élise n'avait jamais vu auparavant, une lueur d'admiration. « Ils ne mourront pas vivantes », déclara Cécile avant de disparaître dans le passage secret. L'explosion survint quelques secondes plus tard. Une détonation assourdissante, suivie d'une onde de choc, qui propulsa Élise contre un mur. Le monde se dissolut dans une chaleur infernale et des débris volants. 6 mois plus tard, le soleil de Provence baignait un petit village perché du Luberon. Élise, assise à la terrasse d'un café, contemplait les champs de lavande en contrebas. Ses cheveux avaient retrouvé leur couleur naturelle, mais quelque chose dans son regard avait changé irrémédiablement. « Votre café, madame ?» annonça le serveur, déposant une tasse fumante devant elle. « Merci, Antoine. » Personne ici ne connaissait son véritable nom, son passé. Pour les villageois, elle était simplement Claire, elle, écrivaine parisienne venue chercher l'inspiration. Ses nuits étaient encore hantées par l'explosion, par les corps jamais retrouvés dans les décombres, celui de sa mère, mais aussi ceux de 2 gardes qui n'avaient pas eu le temps d'évacuer. La brigade financière avait démantelé le réseau et l'enquête avait révélé l'ampleur stupéfiante de la fraude. Des centaines d'œuvres aux provenances falsifiées, des musées du monde entier compromis. René Lambert, désormais protégé par la justice, avait confirmé l'existence des Modigliani. Mais les tableaux n'avaient jamais été retrouvés. Une silhouette familière émergea de la ruelle principale. Marguerite, ou plutôt Claire, son véritable nom, la rejoignit à sa table. « Les derniers complices ont été arrêtés hier à Zurich », annonça-t-elle sans préambule. « C'est officiellement terminé. » Élise hocha la tête, une émotion indéfinissable, elle, étreignant. « Et les tableaux ? Toujours introuvables. Certains pensent qu'ils ont brûlé dans l'explosion. »« Pas moi », murmura Élise. Elle avait tout prévu. Une dernière mise en scène. Claire sortit une enveloppe de son sac. « Ceci est arrivé pour vous au commissariat central. » Aucun expéditeur. Élise l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec des coordonnées géographiques et une phrase « L'art véritable appartient au cœur pur. » « Elle, écriture de ma mère », souffla Élise. « Impossible, » objecta Claire. « Nous avons identifié ces restes dans les décombres. L'analyse ADN était formelle. » Élise sourit énigmatiquement. « Ma mère m'a appris que rien n'est jamais ce qu'il semble être. » Elle replia soigneusement la note. « Que ferez-vous si ces coordonnées mènent aux Modigliani ?» Claire la dévisagea longuement. « Mon devoir, bien sûr. » Un silence complice s'installa entre elles, uniquement troublé par le chant des cigales et le murmure du mistral dans les oliviers. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda finalement Claire. « Retournerez-vous à Paris ? Au musée ?» Élise contempla la vallée baignée de lumière dorée, les anciennes pierres du village qui avaient survécu à tant de tempêtes, tant d'histoires. « Je pense que je vais rester ici un moment. Peut-être ouvrir une petite galerie, exposer des artistes locaux. » Elle sourit. « Des œuvres sans pédigré, sans provenance prestigieuse, juste de l'art authentique. Une renaissance, » commenta Claire. « Exactement. » Élise porta sa tasse à ses lèvres. « Entre vérité et beauté, j'ai passé ma vie à chercher la première. Peut-être est-il temps de me consacrer à la seconde. » Au loin, le soleil commençait sa descente vers l'horizon, embrasant les champs de lavande d'une lueur violacée. Élise ferma les yeux, savourant la brise parfumée sur son visage. Dans ce moment de paix volée, elle comprit enfin que les plus grandes œuvres d'art étaient pas celles accrochées aux murs des musées, mais les vies reconstruites après l'effondrement, imparfaites, authentiques et d'une beauté à couper le souffle. Entre les mensonges et les chefs de œuvre, le tableau le plus précieux reste toujours celui que l'on peint soi-même, jour après jour, avec la palette de nos propres vérités. Vous avez aimé cette histoire? N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles aventures littéraires.
Dites-nous en commentaire quel personnage vous a le plus touché, et si vous avez des idées pour une suite, nous sommes tout oui.